par cette triste nouvelle, une pirogue a chaviré aujourd'hui à Souala, dans le cercle de Djéné, bilan 4 morts et 7 blessés. En visite dans la localité, le président de la République s'est rendu sur les lieux où il a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Au nom du président de la République, le ministre du Travail, des Affaires sociales et humanitaires a remis une enveloppe symbolique aux autorités locales pour la prise en charge des blessés. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Suite donc de la visite du président de la République à Mopti, Ibrahim Boubacar Keïta a inauguré hier les centrales hybrides de Bankas et de Koro réalisées à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Ces installations ont été rendues possibles grâce au partenariat entre EDMSA, BCI et Bank of Africa. Le président a demandé au département en charge de l'électricité d'accélérer la couverture du pays en énergie renouvelable. Envoyés spéciaux Amadou Sankaré, Ibrahima Koulibaly, Adama Traoré. La mise en marche des centrales hybrides de soleil diesel de Bankas et Koro donnera un véritable coup d'accélérateur au développement économique des deux localités. Et cela grâce à la fourniture d'électricité 24 heures sur 24 et à moindre coût. Le renforcement du réseau électrique à Bankas et Koro constitue un véritable ouf de soulagement pour les populations. Vu les opportunités dont dispose Koro de par sa position géographique, ce qui nous manquait pour amorcer le développement socio-économique en dehors des autres infrastructures était l'électricité. Cette initiative de EDEM SA de faire de l'énergie solaire un produit qui impulse le développement dans un environnement sain est soutenue par plusieurs partenaires. La confiance ainsi créée entre la Société Énergie du Mali, la Bank of Africa Mali, la Banque pour le commerce et l'industrie reste le meilleur gage du processus de pérennisation de ce partenariat. Je suis particulièrement heureux de porter ici témoignage de la qualité de nos partenariats et des efforts constants de votre gouvernement pour arriver à ce résultat. C'est le lieu de saluer également le dévouement et la rigueur dans le travail de l'entreprise ZSA. La réalisation de ces infrastructures vise à réduire la dépendance énergétique de notre pays en matière d'importation de produits pétroliers. Et ces nouveaux équipements offrent plusieurs services. Les installations électriques comprennent un champ solaire photovoltaïque d'une capacité de 384 kW crête fonctionnant au fil du soleil, un système de batterie de stockage d'énergie, 2 groupes électrogènes d'une capacité totale de 675 kVA, un jeu d'ondulaire, 2 km de ligne moyenne tension, 287 foyers d'éclairage public. Il est très encourageant de constater que les banques de la place s'investissent de plus en plus dans le secteur de l'énergie après le soutien apporté à la centrale au fil lourd du Sirakoro et au projet central hybride de la ville de Woulissébourou. Pour le président de la République, il est urgent de doter les localités de notre pays qui ne disposent pas encore d'électricité. Il est temps que nous sortions de l'archaïsme. Il est temps que nous sortions de l'à peu près. Il est temps que nous nous contentions de peu. Il est temps que nous cherchions à avoir ce qu'il y a de plus confortable, de plus beau qui est fait ailleurs. Si c'est bon ailleurs, pourquoi pas chez nous? Il n'y a rien de plus triste qu'une ville qui entre dans le soir sans espoir de lumière jusqu'au lever du jour. Il n'y a rien de plus triste. Il n'y a rien de plus dangereux. Il n'y a rien de plus inconfortable. Et si cela, grâce à la centrale, aura eu fin aujourd'hui, alhamdulillah rabbil alamin. Mais une centrale et les installations s'entretiennent. Il ne faudrait pas que ce soit la fête d'un jour et que sitôt les lampions éteints, personne ne s'occupe plus de ces installations. Si jamais cela était, nous retomberions dans l'état que nous ne souhaitons pas. Nous ne souhaitons plus dans ce pays. On a trop d'exemples dans ce pays d'équipements, d'installations
qui, faute d'entretien, nous ramène à des situations déplorables. Le cas des forages, pour en avoir installé dans une autre vie quelques-uns dans ces pays, j'ai toujours eu mal de voir que pour une simple baudruche qui tombe dans le puits, des villes, des villages entiers restent des semaines, voire des mois, sans eau potable et retournent à des sources d'eau non consommables. Bravo au ministère, bravo à la Société Énergie du Mali, mais je serais encore plus heureux si cela se poursuivait avec assiduité et à un rythme trépidant pour qu'en dans un délai, j'espère le plus rapproché possible, l'ensemble de ces pays sortent des ténèbres, que nous ayons un Mali de lumière, comme il lui convient. Le Mali n'est le Mali que dans la lumière. Le Mali n'est grand que quand il fait de grandes choses. Alors faisons pour le Mali des grandes choses. Au cours de cette visite du président de la République, les populations de Bankas et Koro ont également sollicité l'accompagnement du chef de l'État pour la fourniture en eau potable. Il y a 11 300 000 euros dans les pipes pour l'adduction d'eau de Bankas, de Koro et de Sofara à partir du mois d'avril 2014. Je le dis publiquement pour que ce soit fait et tenu. Soit fait et tenu. Donc, la question d'eau, Inch'Allah, sera réglée. Et la prochaine fois que je reviendrai dans la région, les enfants ne seront plus sur mon chemin avec des pancartes de l'eau, ou une dame avec un seau et un gobelet versant l'eau pour m'indiquer le manque de cette matière indispensable à la vie. Cela m'a touché, profondément touché. J'ai été très sensible et nous ferons tout, je dis bien tout, pour que cette région ait de l'eau, Inch'Allah. Dernier acte de cette visite au pays d'Ogon, le coup d'envoi des travaux d'achèvement de la route du poisson avec le tronçon Koro, frontière Burkina Faso, long d'environ 35 km. La Nouvelle-Zélande et le Mali vont sceller des relations d'amitié et de coopération. L'information a été donnée ce matin aux autorités maliennes par Sarah Denis, envoyée spéciale du Premier ministre néo-zélandais. C'était au cours d'une audience à la primature, compte rendu Nando Dambélé. Longtemps resté sans relation formelle avec les pays francophones d'Afrique en général et avec le Mali en particulier, la Nouvelle-Zélande se tourne désormais vers cette zone. Le message porté à cet effet par Mme Sarah Denis au Premier ministre Omar Tatamli est on ne peut plus clair. C'est ma première visite au Mali en tant qu'envoyé spécial du Premier ministre de Nouvelle-Zélande, M. John Key, qui m'a chargé d'apporter un message d'amitié et de volonté de la Nouvelle-Zélande de mieux connaître votre pays. J'ai expliqué au Premier ministre que nous voulons approfondir nos relations et notre connaissance des pays de cette sous-région, les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, avec lesquels la Nouvelle-Zélande a eu très peu de relations formelles, sauf dans les organisations internationales. Et nous voulons que ça change. La candidature de la Nouvelle-Zélande pour un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, il en a été aussi question au cours des entretiens entre les deux personnalités. J'ai aussi expliqué que la Nouvelle-Zélande est candidate pour un siège non permanent au Conseil de sécurité aux élections qui auront lieu au mois d'octobre. Et nous espérons le soutien du gouvernement du Mali. La Nouvelle-Zélande se présente pour la première fois depuis 20 ans. Nous sommes un pays de principe. Nous agissons pour les droits de l'homme. Rappelons que la Nouvelle-Zélande a ouvert une ambassade à Addis Abeba en Éthiopie, ce qui lui permet d'entretenir les relations avec les pays de l'Union africaine.
Je vous l'annonçais dans le sommaire, adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi de création de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Le texte a été approuvé par 90 députés, 0 contre et 18 abstentions. La commission travaillera pendant 3 ans sur une période allant de 1960 à 2013. Elle comptera 15 membres contre les 33 de la défunte commission Dialogue et Réconciliation. Moïse Traoré. Le projet de loi de création de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR, est adopté. Sous réserve d'amendement, 99 députés sont pour et 0 contre, alors que 18 élus s'abstiennent de voter. Au cours des 3 heures de débat, des parlementaires ont préconisé un exercice de 1 an et demi. La plénière a maintenu une durée de 3 années de travail. Outre le changement de nom, la commission va compter 15 membres contre 33. Les critères sont très clairs, c'est la compétence. Il faut avoir la capacité intrinsèque à pouvoir effectuer le travail qui sera fait par la commission. Et le deuxième critère, c'est la probité morale et intellectuelle. Il faut le dire, les commissaires qui seront choisis, ça, on peut prétendre qu'ils sont compétents. C'est pourquoi, si vous voyez, dans le projet de décret, il y a l'ancrage au niveau du ministère en charge de la réconciliation. Il y a même souvent possibilité pour le ministre de révoquer un commissaire qui est incompétent. Les travaux de la commission Vérité, Justice et Réconciliation vont couvrir une période de 4 conflits étalés de 1960 à 2013. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, parle de justice transitionnelle. On va instituer des centres d'écoute mobiles et nous avons l'intention d'en créer un certain nombre par région. S'il y a déjà des comités locaux, Vérité, Justice, Réconciliation, qui ont procédé à l'écoute, eh bien ces comités seront les partenaires. Outre la question des critères de choix des futurs commissaires, les élus ont plus d'une fois exprimé leurs inquiétudes quant à la relative indépendance d'une commission rattachée à un département ministériel. Le fait, comme certains l'ont demandé, de rattacher la commission à la primature, à la présidence, n'est pas du tout la solution. Déjà, nous avons un ministère en charge de la réconciliation nationale. Pourquoi ne pas rattacher la commission à ce ministère? Si vous ne vous considérez pas intellectuellement, psychologiquement comme indépendant, vous ne le serez pas. La commission Dialogue et Réconciliation avait été instituée par le gouvernement de transition en mars 2013. Avec la restructuration, il s'agit désormais de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, CVJR. Une mission du Fonds monétaire international a échangé avec les autorités maliennes sur l'état de la mise en œuvre de la première revue de programme économique appuyée par la facilité élargie de crédit. Les membres de la délégation qui se disent satisfaits de la situation économique du Mali ont rencontré la presse hier. Le compte-rendu de Mohamed Diarra. Le Fonds monétaire international FMI se dit satisfait des performances économiques du Mali. Cependant, il déplore des insuffisances en matière de recouvrement des recettes fiscales. Voilà en substance la déclaration faite devant la presse par le chef de la mission du FMI pour le Mali. Alors en 2013, le gouvernement a respecté tous ses objectifs à l'égard du programme, sauf un. C'est celui des recettes fiscales. Les recettes fiscales ont été 46 milliards de francs CFA plus bas que l'objectif que le gouvernement s'était fixé dans le cadre de ce programme. Et ça, c'est essentiellement parce que les recettes au niveau des sociétés minières ont été moins bonnes que prévu. Le conseil d'administration du FMI a décidé d'octroyer un prêt de 23 milliards de francs CFA au Mali, qui est étalé sur 3 ans. Il y a déjà 3 milliards qui ont été déboursés au moment où l'accord a été approuvé par le conseil d'administration, c'était en décembre. Et maintenant, nous discutons pour voir si les conditions sont remplies pour que le conseil d'administration puisse débourser une tranche supplémentaire. En 2014, le gouvernement espère atteindre un taux de croissance de plus de 6%. De nouvelles réformes sont donc nécessaires pour le redressement économique du Mali. L'aide projet qui a augmenté par rapport à la loi de finances initiale, on arrive à un déficit total
de 5% du PIB qui nous semble justifiée dans la phase où se trouve l'économie malienne actuellement, qui est une phase de reprise de l'activité économique. De l'exposé liminaire du chef de la mission du FMI, il ressort que les erreurs cumulées de la dette intérieure de l'État s'élèvent à près de 95 milliards de francs CFA. À la date d'aujourd'hui, 30 milliards sont payés. Avant de rembourser les arriérés, de vérifier que les opérateurs vis-à-vis desquels il a accumulé des arriérés sont eux aussi en règle vis-à-vis de l'État en ce qui concerne leurs impôts. Le critère des recettes qu'on a relativement pas bien géré, bon, je crois que là-dessus, on a donné un certain nombre d'assurances à la mission qui vont nous permettre quand même d'avancer dans ce sens-là parce que nous pensons que ces revues, nous ne les situons pas dans le contexte d'un dédouanement vis-à-vis d'engagements pris, mais nous le voyons dans le contexte de voir comment on a travaillé jusque-là sur la base d'un programme qu'on s'est approprié, qu'on a accepté, qu'on a signé avec le Fonds monétaire et qui nous sert de fondement pour les autres appuis budgétaires et sectoriels. En tout cas, le Mali bénéficie de la confiance de ses partenaires. Les discussions sont ainsi ouvertes et se poursuivront dans 2 semaines à Washington. Et le directeur général des impôts qui invite les contribuables de la direction des grandes entreprises et de la direction des moyennes entreprises à effectuer désormais le paiement de leurs impôts par virement bancaire. Le directeur général des impôts précise qu'à la suite des échanges avec les partenaires à ce sujet, un large accord s'est dégagé sur les avantages de ce mode de paiement, la sécurité, la célérité et la confidentialité. La République populaire de Chine a remis ce matin au gouvernement malien un important lot de matériel. La valeur du don est estimée à plus de 815 millions de francs. La cérémonie de remise s'est déroulée dans les locaux du ministère des Affaires étrangères. Le compte-rendu de Ramata Konaté. 40 jours après un premier geste, la Chine revient avec en main un second cadeau pour le Mali. Ce don comprend entre autres 50 caméras, un lot d'équipements de vidéoconférence, 240 ordinateurs, 150 imprimantes, 100 scanners et 5 serveurs. En plus de ce matériel bureautique et audiovisuel, 2 véhicules. Ce geste hautement symbolique contribuera à renforcer les capacités de notre administration nationale et du ministère des Affaires étrangères en particulier. Je puis vous assurer, Monsieur le chargé d'affaires, que toutes les mesures nécessaires seront prises en vue d'une utilisation rationnelle de ces matériels mis à notre disposition. Le montant total s'élève à près de 815 millions de francs CFA. Cela traduit une fois de plus l'amitié entre nos deux gouvernements et nos deux peuples. C'est encore une illustration de la coopération sino-malienne. Une coopération vieille de plus d'un demi-siècle et visible dans divers domaines, dont la santé, l'éducation et l'infrastructure routière. C'est par une cérémonie de remise de prix aux différents lauréats des concours que la semaine de la francophonie a pris fin dans notre pays. Il s'agit des concours de dictée, de poésie et de poé. Une compétition de slam était également au menu de cette semaine consacrée à la langue française. Nyanyalou Traoré. Les 77 États, avec plus de 890 millions de francophones, célèbrent aujourd'hui la langue française. Chaque 20 mars est en effet consacré jour anniversaire de la francophonie. La journée internationale de la francophonie n'est pas seulement festive, elle est surtout l'occasion de magnifier les idéaux de l'OIF. La francophonie constitue un rempart contre l'hégémonisme, contre le diktat de la pensée unique et toute forme de discrimination et d'exclusion. Le thème international pour cette édition est « Les jeunes ont du talent ». Au niveau national, l'accent a été mis sur la paix et la réconciliation. Je suis convaincu que Allah Tout-Puissant va aider notre pays à retrouver sa stabilité, la sécurité, la réconciliation nationale entre tous ses enfants pour un meilleur devenir du Mali et de la francophonie. Pour l'ambassadeur de France au Mali, l'espace francophone est une grande famille qui s'agrandit de jour en jour. On ne fête pas seulement la langue française, on fête une famille. Parce que la francophonie, c'est une famille. Et finalement, c'est une famille où on a tous 2 choses en partage, entre autres, les 2 choses principales. La première, c'est la langue.
nous avons cette langue en partage. Et comme Français, je suis fier d'avoir la même langue en partage que mes frères maliens, par exemple. À noter qu'ici, au Mali, les festivités ont débuté depuis une semaine. La Commission nationale des cultures africaines et de la francophonie, avec le concours de plusieurs associations et organismes, a mis au point différentes activités, notamment des concours de dictée, de poésie. Pour clore donc cette semaine danse en culture française, des prix ont été remis aux heureux lauréats des élèves et lycéens de la place. Et notre pays qui dispose désormais de nouveaux projets en matière d'adaptation au changement climatique. Il s'agit du programme d'adaptation de l'agriculture paysanne au changement climatique lancé ce matin. Il va appuyer pendant 4 ans le projet d'appui à la productivité agricole dans les régions de Caille et Sikasso. Abdrahman Meiga. Le programme d'adaptation de l'agriculture paysanne au changement climatique est une initiative entreprise en 2013 dans notre pays par le Fonds international de développement de l'agriculture. Son but est de permettre aux petites exploitations agricoles d'atteindre un certain nombre d'objectifs, notamment le renforcement de la résilience des 6500 petits exploitants agricoles et des communautés rurales vulnérables au changement climatique. D'un coût de plus de 5 milliards de francs CFA, ce nouveau projet appuiera le programme d'appui à la productivité agricole à atteindre ses objectifs dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Nous devons réfléchir aux moyens pour mieux cibler les ruraux pauvres, les hommes, les femmes, les jeunes, et de mieux les associer encore dans nos projets, depuis la conception jusqu'à leur mise en œuvre et à leur évaluation, pour obtenir encore plus d'efficacité dans nos projets. Le projet sur lequel le Mali fonde beaucoup d'espoir permettra de transférer une gamme variée de technologies qui offrent aux paysans les conditions idéales pour augmenter la productivité agricole. De façon claire, ce projet installera plus de 600 biodigesteurs et d'équipements photovoltaïques qui réduiront l'émission de gaz carbonique de plus de 9000 tonnes en 4 ans. Je suis heureux de constater que l'accroissement de l'utilisation et de l'application des techniques de gestion durable des eaux et des sols, qui était déjà l'un des objectifs stratégiques du projet d'accroissement de la production agricole au Mali, prend désormais en compte dans ses approches la dimension changement climatique du fait de l'intégration des deux projets. Il est fortement attendu de votre atelier des propositions de stratégies et d'actions permettant de recentrer aux besoins les programmes sur son milieu et de fournir à l'équipe en charge de son exécution une bonne feuille de route garantissant ainsi l'atteinte des résultats assignés au programme. Le programme interviendra dans le sud des régions de Caille et de Sikasso, plus précisément dans les cercles de Kita, Baflabé et Kenyeba pour la région de Caille et Sikasso, Bougouni et Gianfolila pour la région de Sikasso. Le temps, le climat, mobilisons les jeunes sur les défis des changements climatiques. C'est la thématique de la conférence débat à l'occasion de la Journée mondiale de la météorologie. C'était ce matin en présence de plusieurs invités, dont des jeunes d'une dizaine d'écoles. Le compte-rendu de Ibrahima Choukari. Sensibiliser la couche juvénile afin qu'elle comprenne davantage sur le temps, le climat et faire face aux impacts de la variabilité et des changements climatiques, c'est tout le sens de cette journée débat à l'occasion de la journée météorologique mondiale. Cette année, au niveau mondial et au niveau du Mali, nous avons sélectionné le thème temps, climat et mobilisons les jeunes. Pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, pratiquement le 6e de la population, ça couvre les jeunes de 15 à 24 ans. Au niveau mondial, les 85% de cette tranche d'âge se trouvent dans les pays en voie de développement. Il revient aux décideurs et les instances responsables de recourir aux informations hydrométéorologiques et des services climatologiques d'une grande fiabilité. L'Agence nationale de la météorologie a choisi cette conférence débat pour exposer les résultats d'une enquête auprès des jeunes sur leur perception des changements climatiques et leurs conséquences sur la sécurité des personnes et des biens et le développement socio-économique de notre pays. En tout cas, ce sont les jeunes qui vivent les risques liés au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes, sécheresse, inondations, orages, vents violents. Le choix des jeunes comme cible de cette journée est loin d'être fortuit, car c'est la jeunesse qui subit de plein fouet les séquelles des changements climatiques. C'est elle qui peut être réceptive à l'adoption de bons comportements pour juguler le fléau.
La justice en marche, c'est l'intitulé d'un rapport publié par l'Association malienne des droits de l'homme et la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Là-dedans, les deux organisations dressent un état des lieux de la situation des droits de l'homme dans notre pays, ce qui incite d'ailleurs la MDH et la FIDH, qui se sont constituées partie civile dans le dossier des Bérets Rouges, à recommander l'approfondissement du dossier des victimes des événements du Nord. Al-Husseini Touré, compte rendu. L'Association malienne des droits de l'homme et la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme se félicitent des résultats engrangés par la justice malienne, notamment dans le dossier des Bérets Rouges et de celui de la mutinerie de Kati. Sur les crimes de la junte, nos organisations se félicitent de l'ouverture, le 14 mars 2014, d'une information judiciaire dans l'affaire dite de la mutinerie du 30 septembre 2013 pour assassinat, enlèvement, séquestration et torture contre des proches du général Amadou Aya Sanogo, dans l'affaire que vous appelez communément l'affaire des Bérets Rouges disparus, au cours de la tentative de contre-coup d'État. Le juge d'instruction a procédé à l'inculpation pour assassinat et complicité d'assassinat de 28 personnes, dont 4 généraux. Cependant, les mêmes acteurs déplorent une certaine lenteur dans l'instruction du dossier des victimes des événements survenus au nord du pays. Nous déplorons qu'en dépit des annonces de sanctions, d'enquêtes et d'ouverture d'instructions judiciaires par le parquet militaire en 2013, aucune instruction judiciaire ne semble avoir été effectivement diligentée à ce jour contre les auteurs présumés d'exactions au sein des forces armées maliennes. La volonté de lutter contre l'impunité manifestée ces derniers mois devrait guider les autorités maliennes à réaliser des progrès dans les dossiers des crimes du Nord. Toujours selon les deux associations de défense des droits de l'homme, il convient de renforcer la communication, notamment sur le dossier du Nord qui manque de visibilité. Selon Antoine Rabec, représentant de la FIDH, la justice aurait un effet moindre car n'impliquant que les auteurs mais pas les victimes. Celles-ci hésitent à se manifester faute de garanties sécuritaires. Signature à Paris d'une convention de jumelage entre la Cour suprême du Mali et la Cour de cassation de France. Les présidents des deux institutions ont affirmé leur volonté de renforcer la justice malienne en vue de consolider la démocratie et l'état de droit. Le reportage depuis Paris de Makanfin Konaté avec la voix de Mohamed Ould Mamouni. Pour la première fois dans son histoire, la Cour de cassation de France signe une convention de jumelage avec une juridiction africaine. En apposant solennellement leur signature au bas de ce document, Nouhoum Tapili et Vincent Lamanda instaurent ainsi, entre les deux hautes juridictions, de nouvelles relations fondées sur le partenariat. Pour Nouhoum Tapili, ce partenariat permettra de renforcer les capacités de l'appareil judiciaire au Mali. Nous n'ignorons pas que nos magistrats ont fait des progrès, que les réformes majeures en cours permettront de renforcer nos capacités et changer bien de comportements qui jurent souvent avec le sacerdoce dont nous avons la charge. C'est pour conforter cette évolution qu'il nous paraît encore plus utile que vous soyez à nos côtés. La coopération portera sur les matières relevant du contentieux, les questions d'organisation et de procédure, l'établissement d'échanges entre magistrats et fonctionnaires. Les deux cours mèneront régulièrement une réflexion commune sur l'institution, les méthodes de fonctionnement et de gestion. Pour la partie purement judiciaire, vous pouvez être assuré que la Cour de cassation, c'est l'engagement que je prends aujourd'hui solennellement en signant avec vous cette convention, sera à vos côtés. Une commission mise en place veillera à l'organisation et à la coordination des échanges de magistrats et de fonctionnaires des deux cours, à l'échange de manière régulière d'informations en matière d'organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence, et enfin à la mise en œuvre de projets de coopération technique d'intérêt commun. Au terme de la cérémonie, les présidents des deux institutions ont échangé des cadeaux. Ici à Bamako, le guide spirituel d'Ansardine Islamia, Ousmane Madani Haïdara, était ce matin
au marché de Kola où il a remis aux commerçants détaillants 3 millions de francs CFA, geste à travers lequel il entend apporter son soutien aux victimes de l'incendie du 5 mars dernier. Abdrahman Mega. Nous sommes venus vous voir, vous dire ce qui vous est arrivé est l'affaire de tous les Maliens. C'est en ces termes que le guide spirituel de Ansardine Islamia, Ousmane Madani Haïdara, s'est adressé aux commerçants du marché de la cour de Kola. À travers cette visite, le guide spirituel était venu apporter son soutien à ces vendeurs qui ont tout perdu suite à l'incendie du 5 mars dernier. C'est obligatoire parce que nous sommes des musulmans. L'islam, si tu es musulman, c'est obligé d'aider ton prochain. Comme on pouvait s'y attendre, Chérif Ousmane Madani Haïdara n'est pas venu les mains vides. Il a offert aux responsables de ce marché la somme de 3 millions de francs CFA. Par cette contribution, le donateur entend soulager la souffrance des commerçants détaillants de la cour du Kola. L'Ansardine a donné 1 million de francs CFA. Notre père, Bazoumana Fofana, a donné 2 millions pour les victimes. On dit à tous les Maliens de venir au secours de leurs victimes. Quant aux bénéficiaires, ils ont remercié et félicité Ousmane Madani Haïdara pour cette générosité. Des prières et des bénédictions ont bouclé cette cérémonie de remise. Restitution hier des travaux de l'étude intitulée « Les facteurs limitant la prise en charge socio-sanitaire des personnes âgées dans les 5 premières régions et le district de Bamako ». Cette recherche est le fruit d'une collaboration entre le bureau d'études CODES et l'Institut d'études et de recherche en gérontogériatrie, Ramata Konate. Voici une étude sur l'accès des personnes âgées aux soins. Une première à la Maison des aînés depuis sa création en 1998. C'est un recueil d'informations auprès des personnes âgées de 60 ans et plus. Vous avez l'accessibilité géographique, comme on le dit. Il y a l'insuffisance, ou même pas, on peut même parler quelquefois de manque de spécialistes en gériatrie. Donc c'est toutes ces questions qui ont été passées au peigne fin dans cette étude. Il y a eu 1120 personnes enquêtées. C'est environ 25% seulement qui disposaient de cartes de priorité. Et la plupart des personnes âgées en milieu rural ne connaissent pas les avantages que leur accorde le fait d'être affiliés à la structure des personnes âgées. Il s'agit ici de la méconnaissance des dispositions prises en faveur des personnes âgées. L'étude propose des solutions pour surmonter tous ces obstacles. Nous avons mûri les recommandations, à savoir de faire en sorte que le paquet minimum d'activités qui est offert par le premier niveau de contact des personnes avec les structures de santé soit un paquet adéquat et complet. Et en dehors de ça, les textes qui existent et qui sont disponibles, qui accordent certaines facilités aux personnes âgées dans les structures de santé, il faut que ces textes-là soient diffusés. L'étude sur les facteurs limitant la prise en charge socio-sanitaire des personnes âgées a été réalisée de septembre à décembre dernier. Elle a concerné le district de Bamako et les régions de Kaï, Koulikoro, Ségou, Sikasso et Mopti. En 8e région, 1000 ménages démunis des communes de Kidal, Aguelhok, Tissalit et Tinzawaten vont bénéficier de 13 tonnes de produits alimentaires. Le lancement des activités de distribution a eu lieu à Kidal par l'ONG Assadec. Le compte-rendu de Timoro Sagara depuis Kidal. Cette donation concerne 500 enfants malnutris et 500 femmes enceintes et femmes allaitantes démunies venues des communes de Kidal, de Aguelhok, de Tessalit et de Tinzawaten. Ces personnes vulnérables bénéficient de 13 tonnes de produits alimentaires. L'activité entre dans le cadre du programme d'urgence 2013-2014 de l'ONG Assadec, Association sahélienne d'appui au développement décentralisé. Les produits concernés par cette donation sont entre autres le riz, le sucre, le sel et l'huile. Donc en plus de l'aide nutritionnelle aux femmes et enfants de la région de Kidal en situation difficile, nous allons aussi appuyer les SESCOM d'Aguelhok et Tessalit en kit de médicaments pour un paquet minimum d'activités et soutenir l'ouverture des écoles dans la région. Cet appui a été salué par les bénéficiaires. Je remercie l'ONG SEDEC qui m'a donné du grain d'huile, du sel, du sucre. Parce que je n'ai rien. Je suis une femme pauvre. Je suis affectée par la crise. Et je remercie l'ONG SEDEC et ses partenaires AN.
La présente donation a été financée par l'ONG Aide de l'Église norvégienne. Elle vise à soulager les ménages démunis de la région de Kidal. Et à Caille, où le forum de clôture du projet d'électrification de 30 centres de santé communautaire s'est tenu, objectif promouvoir les énergies renouvelables en première région. Le compte rendu de Kansoutou Kanouté. Initié par le Conseil régional de Caille en partenariat avec la CADERCAF, avec l'appui financier du Conseil régional de l'Île-de-France, ce forum a pour objectif d'identifier les capacités techniques et institutionnelles nécessaires pour promouvoir les énergies renouvelables en région de Caille afin de prendre des décisions permettant de renforcer ces capacités. Il vise à mobiliser des acteurs de la santé de la région de Caille, de doter 30 SESCOM en kit solaire, mais également de faire la formation du personnel responsable de la maintenance des équipements, mais aussi également sécuriser les accouchements dans le milieu rural. Je tiens à rappeler aussi que les 90% de ces SESCOM sont en milieu rural, dont 60% sont construits par l'appui financier et matériel des migrants. L'électrification solaire de 30 centres de santé communautaire, au-delà de l'amélioration de la qualité des soins, a permis de mobiliser les 3 niveaux de collectivité, communes, SEC, régions, autour d'actions communes. La promotion des énergies nouvelles et renouvelables constitue pour nous une des réponses adéquates à la problématique de l'électricité compte tenu du potentiel inépuisable de l'énergie solaire. Les modules qui ont été dispensés au cours de ce forum sont entre autres la stratégie pour la promotion des énergies renouvelables en région de Caille, la valorisation des résidus de récolte, une alternative comme source d'énergie combustible et développement agricole en région de Caille, promotion du biocarburant en région de Caille. L'importance de ces sujets abordés a suscité des échanges dans la salle. À l'issue de ces échanges, les participants ont formulé des recommandations visant à promouvoir les énergies renouvelables en région de Caille. Journée porte ouverte sur 26 variétés de blé mises au point par des chercheurs maliens précédemment en activité au centre de recherche agronomique de Nyono et dans la zone de production de l'Office du Niger. C'était à Diabali, c'était à la station de recherche agronomique de Kodjini dans la commune rurale de Diabali. Le compte rendu de Cheikh Oumar Diallo. Augmenter la production et la productivité en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et réduire la pauvreté dépend en grande partie de la qualité des semences utilisées par les paysans. C'est ainsi que dans le cadre du projet Support de la recherche en agriculture pour le développement des cultures stratégiques en Afrique, à savoir le manioc, le maïs, le riz et le blé, un groupe de chercheurs précédemment en service au centre de recherche agronomique de Gao a pu améliorer au titre de la campagne 2013-2014 à la station de recherche agronomique de Kogoni, commune rurale de Diabali, 26 variétés de blé d'origine égyptienne, nigériane, soudanaise et nigérienne. Ces variétés ont été présentées le 3 mars dernier aux exploitants agricoles et à l'encadrement technique de base de l'Office du Niger à la faveur d'une journée porte ouverte organisée par la station de recherche agronomique de Kogoni. Une journée marquée par la visite des parcelles tests, suivi d'échanges entre chercheurs, encadreurs de l'office et les exploitants agricoles. Ce qui a permis à ces derniers d'apprécier les variétés performantes, de s'imprégner des techniques culturelles et d'entretien du blé, de son rendement à l'hectare estimé à 5 voire 6 tonnes, du coût de production par hectare estimé à 200 000 francs CFA contre 375 000 à 400 000 francs CFA l'hectare pour le riz. Tous se sont prononcés pour l'introduction de la culture du blé dans la zone office du Niger. Cependant, quelques inquiétudes demeurent. La présence des rats et des oiseaux granivores, le problème d'écoulement de la production et la nature de certaines terres de l'office du Niger qui ne conviennent pas à la culture du blé ont-ils précisé. À ces préoccupations, des éclaircissements ont été donnés par les chercheurs et l'encadrement de l'office du Niger à la satisfaction de tous. Sport football championnat national de Ligue 1, 10e journée. Le leader Stade malien de Bamako a assuré le minimum 1-0 devant l'AS Bakarijan de Baraouli. Cette victoire permet aux Blancs de Bamako de garder la tête du classement avec 25 points. La rencontre s'est déroulée hier au stade Modibo Keïta en présence de notre équipe conduite par Abdul Karim Kaba.
Le match Stade Malien de Bamako AS Bakaridjan de Badaouli était joué d'avance, puisque devant les Blancs de Bamako, les Rouges de Bakaridjan ont perdu leur football, estime Moussa Keita Dougoutigi. Je pouvais gagner le match tout d'un coup. Mais comme c'est les jeunes joueurs, de nouveaux joueurs, ils ont commencé le match, la peur au ventre. Après le top départ, le Stade Malien est le premier à se signaler au 6e et 20e minute de jeu, avec des actions non concrétisées. Il fallait attendre la 32e minute pour voir l'ouverture du score par Boubacar Bangoura. 1-0 pour le Stade Malien de Bamako, c'est le résultat à la mi-temps. Et rien ne sera marqué en seconde période. Score final 1-0 pour le Stade Malien de Bamako. Les Blancs, 25 points, confortent leur première place. Sur l'ensemble du match, j'ai l'impression qu'on domine quand même nettement notre adversaire, mais on n'a pas su marquer un deuxième but qui nous aurait permis d'avoir une fin de match plus tranquille. C'est ce que je reproche un peu à mon équipe, de ne pas être suffisamment précise encore sur l'aspect offensif pour pouvoir faire un break plus important. Et à 2-0, souvent l'adversaire prend beaucoup de risques, encore plus, et puis nous, ça nous permet d'avoir des situations encore plus nettes. Là, on n'arrive pas à faire ça pour l'instant cette année. C'est le football, c'est à moi de tirer les leçons de ce match pour mettre davantage les jeunes en confiance. Avec son élimination en Ligue des Champions, le Stade Malien de Bamako n'a que le championnat pour sauver sa saison. De son côté, l'AS Bakaridjan, malgré la défaite, occupe toujours la 4e place avec 17 points. Les pages noires de cette édition, l'honorable Sina Koulibaly n'est plus, né en 1933 à Danzana, dans le cercle de Koutiala, et nous a quitté le 11 mars dernier. Sa carrière professionnelle a été émaillée d'intenses activités politiques, nationalistes prononcées, défenseur de la paix et de la justice sociale. Sina Koulibaly ne pouvait pas rester en marge des luttes d'émancipation des peuples colonisés. Fidèle à ses principes, il sera élu premier adjoint au maire de Koutiala, député à l'Assemblée nationale de 1988 à 1997. Il est détenteur de la médaille du mérite national avec effigie abeille, chevalier de l'ordre national du Mali, médaille de la ville d'Alençon en 1981, officier de l'ordre national du Mali et commandeur de l'ordre national du Mali. Que son âme repose en paix. Nous reformons avec ce communiqué. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information rappelle les responsables et dirigeants des organisations professionnelles des médias que la date limite du dépôt des dossiers en vue de la désignation des membres de la haute autorité de la communication expire ce vendredi 21 mars 2014 à 17h30. Et à suivre après ce journal, l'interview de la semaine qui reçoit aujourd'hui Jean-Marie Sangaré, ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, menu la transition vers le tout numérique prévu en juin 2015, mais aussi la question de la régulation des médias au Mali avec la mise en place très prochaine de la haute autorité de la communication dont parle d'ailleurs ce communiqué. L'interview de la semaine est un entretien dirigé par Yaya Konati. C'est donc la fin de ce journal. Retrouvez demain à 10h et 13h Nyanya Traoré et pour les éditions du soir, Ndesi Soko. Très bonne suite de nos programmes. Merci et bonsoir.